Samedi 22 février 2025, nous partons pour un séjour d'une semaine aux Canaries avec nos amis Philippe et Catherine. Le départ se fait à partir de Nantes Atlantique, en direction des îles Canariennes situées au large du sud marocain. Fuerteventura est notre destination, mais Lanzarote était aussi au programme de la semaine. Les 5 autres îles sont Grande Canaria visitée en 2022, Tenerife et La Gomera visitées en 2017, et plus à l'ouest, La Palma et El Hierro où nous n'avons pas encore mis les pieds. Au décollage, nous avons une belle vue ici sur Noirmoutier et là sur l'île Dieu. Après 3h30 de vol, nous arrivons à Fuerteventura et son paysage volcanique et désertique. Après avoir récupéré notre voiture, nous rejoignons notre location située à La Oliva au nord de l'île, où nous sommes accueillis chaleureusement par notre hôtesse Simona, italienne installée ici depuis une dizaine d'années. Le repas du soir est pris dans une pizzeria à 2 pas de notre gîte. Pour ce deuxième jour de voyage et premier jour complet à Fuerteventura, nous décidons d'aller vers le sud de l'île. Le réseau routier est impeccable et nous y arrivons rapidement. Sous un ciel bien nuageux, nous traversons des paysages désertiques où rien ou pas grand-chose ne pousse. C'est presque lunaire, mais très beau à voir. Nous nous arrêtons en route au petit village côtier de Las Playitas, avec ses jolies maisons aux façades blanches et sa végétation très clairsemée. Les cactus s'en sortent bien dans cet environnement très sec. Et sur cette photo, voici des coussins de belle-mère, un nom un peu vachard sur un sujet qui peut être épineux. Ici, un îlot de verdure, et là, des dromadaires qui attendent leurs passagers. En arrivant vers le sud, le paysage change radicalement avec une bande sableuse d'une dizaine de kilomètres de largeur qui traverse l'île. Ce paysage de désert de sable est juste magnifique avec la lumière du soleil revenu. Nous nous arrêtons pour le casse-croûte du midi à la Playa de la Barca, une très belle plage de sable blond avec en toile de fond l'océan Atlantique à la couleur bleu turquoise. Nous poursuivons ensuite au sud vers Morro-Rablay, là où s'arrête la route carrossable. Ici, le phare de Morro-Rablay, là, une allée verdoyante, et là encore, un squelette de cachalot exposé près de la plage. Et là, notre voiture, une Peugeot 2008. La piste qui descend au bout de l'île étant très déconseillée aux voitures de tourisme, nous revenons sur nos pas. Puis nous traversons la montagne vers l'ouest pour rejoindre La Parede, petite ville que l'on voit au fond en bord de mer. Nous remontons ensuite vers le nord avec des paysages rocheux aux couleurs changeantes et superbes.
Un arrêt ici au mirador astronomique de Sicasumbre, que l'on voit au fond tout en haut de la colline, nous permet d'avoir une vue panoramique exceptionnelle sur les montagnes environnantes. Un vrai régal pour les yeux. Après cet arrêt, nous continuons notre remontée vers Arrouy, petit village enclavé de la côte ouest, avec ce restaurant à la façade originale et sa plage de sable noir bien balayée par les vents. Ici, l'entrée d'un tunnel de lave fermé au public. Dommage. L'étape suivante, c'est la petite ville de Parara avec son église du XVIIe siècle dite mexicaine, avec ses motifs d'inspiration aztèque et ses deux chœurs résultant d'un agrandissement au XVIIIe siècle. À l'extérieur, une noria du XIXe siècle permettant de puiser l'eau. Un petit tour dans les rues étroites de la ville permet de voir ces maisons aux façades typiques des Canaries, ainsi qu'un peu de verdure dans ces jardins arides. La journée, avec pas mal de kilomètres au compteur, commence à bien s'avancer. Nous rentrons au gîte à la Oliva en passant par Betancouria et ses jolies montagnes éclairées par le soleil couchant. Pour ce troisième jour de voyage, nous restons dans la partie nord de l'île, en commençant par nous arrêter à la Oliva où se trouve notre gîte. Ici, son église, là, quelques arbres bien taillés, et immédiatement en sortie de ville, des paysages désertiques. En chemin, nous faisons plusieurs arrêts pour photographier des maisons avec des façades blanches et des pierres apparentes, style typiquement canarien. De nombreux moulins sont également sur notre route. Il faut dire que ce n'est pas le vent qui manque ici. En parlant de moulins, notre première étape de la journée se trouve au Puertito de Los Molinos, une très jolie petite anse de la côte ouest, endroit très tranquille avec quelques habitations. La côte est soumise aux vagues puissantes de l'océan Atlantique qui viennent se fracasser sur les rochers.
Nous repassons ensuite par l'intérieur des terres avec ces paysages vallonnés quasi désertiques, où l'on trouve quand même quelques élevages de chèvres, dont le fromage est une spécialité de Fuerteventura. L'arrêt suivant un peu plus au sud de l'île est toujours sur la côte ouest, à Aguas Verdes, où les mêmes rouleaux de l'océan produisent les mêmes effets sur les rochers. Sur la route vers Betancurria, nous faisons un arrêt au mirador de Gizeh-Ayoce, nom de deux rois aborigènes représentés par ces deux statues géantes de 4 mètres de hauteur. En plus des statues, la vue panoramique à partir de ce mirador est magnifique. Nous arrivons vers midi à Betancurria, ville fondée au XVe siècle par le français Jean de Béthencourt et ancienne capitale de Fuerteventura jusqu'en 1834. Le centre est vraiment mignon, avec ses maisons blanches canariennes, sa noria et une présence de verdure assez inhabituelle par rapport à l'aridité de l'île. Ici, des fromages de chèvre, spécialité locale, avant de passer à table sur cette terrasse bien ombragée et bien ventilée. Après le repas, nous flânons dans les ruelles environnantes, avec ici l'église cathédrale de Betancurria, qui est le bâtiment le plus important de la ville. Nous allons ensuite à Antigua, ville sans grand intérêt, à part ici son église, la Iglesia de Nuestra Señora de Antigua, avec son chœur coloré, ou là, sa mairie au style plutôt moderne. Sur le chemin du retour, un dernier arrêt à la Oliva pour une photo de l'église avec une lumière bien meilleure que ce matin, puis retour au gîte pour la traditionnelle sangria de fin de journée. Le matin du 4e jour, nous partons à El Cotillo, petite ville située au nord-ouest de Fuerteventura. Près du port se trouve cette tour fortifiée appelée Castillo El Tostón qui servait à protéger le port des attaques des pirates. L'océan Atlantique envoie ici aussi de belles vagues, qui provoquent des gerbes d'eau impressionnantes quand elles se fracassent sur les rochers. Là, un bar bien décoré sur le thème de la piraterie. Au nord de la ville, nous restons un bon moment à regarder le spectacle du déferlement des rouleaux de l'océan qui se brise sur la côte rocheuse. Arrosage garanti si on s'approche trop près. Nous remontons ensuite tout au nord au phare de Tostón, chargé de signaler la pointe nord-ouest de l'île. Le vent étant un peu plus modéré aujourd'hui, Moustique a l'occasion de prendre quelques images du ciel.
Nous traversons ensuite un paysage sableux pour nous rendre à Corralero, ville située au nord-est de Fuerteventura, où nous prenons en milieu d'après-midi un ferry qui nous conduira à Lanzarote. Après le repas du midi, nous faisons une petite balade le long de la côte où nous voyons bien ici Lanzarote en face, ou là, l'île de Los Lobos. Le ferry est à l'heure et nous voilà sur le pont pour une traversée qui dure environ 35 minutes pour effectuer les 14 km qui séparent Fuerteventura de Lanzarote. Après avoir débarqué, nous sommes plongés en quelques kilomètres seulement dans un paysage lunaire au milieu des champs de lave. C'est magnifique et surtout très différent de Fuerteventura. Un arrêt pour quelques photos souvenirs s'impose bien sûr. Sur la route qui nous mène vers notre nouveau gîte à la Vegeta au centre de l'île, nous retrouvons des paysages un peu plus érodés qui nous rappellent Fuerteventura. Nous arrivons au gîte en fin d'après-midi. Celui-ci ressemble à une hacienda avec une grande cour cachée derrière un portail imposant et des logements répartis autour de la cour. La décoration extérieure est sur le thème des anciens outils agricoles et les logements sont constitués d'une grande pièce en bas et d'une chambre et de sanitaire en mezzanine. Le 5e jour, nous décidons de partir vers le nord de Lanzarote. Les paysages sont désertiques et l'origine volcanique est nettement plus visible qu'à Fuerteventura. À certains endroits, des parcelles cultivées sont entourées de petits murets en pierre aux formes très régulières. Il s'agit bien souvent de ceps de vigne, ainsi protégés du vent incessant. Un arrêt ici pour photographier cet ensemble d'une blancheur éclatante, dont ce monument, Al Campesino, conçu par l'architecte César Manrique en hommage aux travailleurs agricoles de Lanzarote. Les paysages traversés sont extrêmement volcaniques et la blancheur des constructions tranche complètement avec la noirceur des sols. La première visite de la journée est prévue au jardin de cactus, créé par le même César Manrique dans une ancienne carrière abandonnée. Le jardin abrite plus de 1400 espèces de cactus du monde entier. Autant dire qu'il y en a de toutes les tailles et de toutes les formes comme on peut le voir sur ces photos.
Après cette visite, nous traversons un paysage totalement différent, beaucoup moins désertique avec ses buissons bien verts qui poussent sur un sol pourtant très volcanique. Nous nous rendons maintenant à Rameos del Agua, autre réalisation de César Manrique. Il s'agit d'un reste de tunnel de lave aménagé par l'architecte. Un bassin naturel à l'eau limpide inonde la base du tunnel qui ne doit pas dépasser 100 mètres de longueur, puis une piscine a été construite à la sortie du tunnel. L'endroit est certes très joli et très coloré, mais ne justifie pas, et de loin, un prix d'entrée de 15 € par personne pour une petite demi-heure de visite. Nous remontons ensuite tout au nord de Lanzarote au Mirador del Rio, œuvre également de César Manrique et situé au sommet d'une colline. Nous déclinons l'entrée, là aussi au tarif prohibitif, et avons tout de même une vue magnifique sur l'île de la Graciosa en redescendant en voiture par une petite route latérale. La visite suivante sera à la Cueva de los Verdes. Il s'agit là aussi de la visite d'un tunnel de lave de 6 km de longueur, dont 1 km est ouvert au public. Rien à voir avec l'escroquerie de Rameos del Agua. La visite de ce tunnel soigneusement éclairé est cette fois très intéressante. Ce type de tunnel se forme lors d'une éruption volcanique. La lave qui coule sur les flancs du volcan se solidifie à la surface, pendant qu'en profondeur, la lave liquide continue de couler jusqu'à l'océan. Et quand toute la lave liquide est évacuée, la voûte de lave solidifiée reste en place et un tunnel s'est formé en dessous. Après cette visite, la journée est bien avancée et je sors quand même moustique malgré le vent pour prendre quelques images aériennes de ce paysage atypique. Je n'insiste pas, quelques rafales de vent ont bien secoué Moustique qui a eu bien du mal à rentrer. Nous terminons la journée en remontant à Orzola, tout au nord de Lanzarote, où en fait il n'y a rien à voir. Cependant, sur la route, le décor change radicalement en quelques dizaines de mètres. Les buissons qui poussaient sur la lave bien noire sont ici sur un terrain sableux. Avec le bleu de l'océan au fond, cela donne un paysage superbe à regarder. Le lendemain matin, nous partons tôt pour aller visiter le parc national de Timanfaya, au sud de Lanzarote. En fait, c'est par ici que nous sommes arrivés avant-hier soir, et où nous avions été bluffés par le paysage volcanique avec ses champs de lave à perte de vue. Nous sommes parmi les premiers visiteurs, il fait très beau ce matin, la visite s'annonce bien.
Nous voyons déjà quelques cônes volcaniques au bord de la route, en nous approchant de l'endroit où nous laissons notre voiture pour monter dans un car. La visite n'est en effet possible que de cette façon. Il n'y a aucune voiture à circuler dans le parc. Une route a été aménagée pour permettre la circulation des cars, et nous découvrons à chaque virage des paysages époustouflants. On se croirait vraiment sur une autre planète. Les paysages changent sans arrêt, et c'est vrai que sous ce beau ciel bleu, c'est encore mieux. Les images se passent de commentaires. En fin de visite, plusieurs démonstrations sont proposées, dont ici la cuisson de volaille à la chaleur du volcan, là un geyser provoqué par un seau d'eau jeté dans une cheminée, ou là encore un embrasement spontané de matière sèche. Après cette superbe visite, nous poursuivons vers le sud et passons devant cette attraction où il est possible de faire un tour à dos de dromadaire. Avec Philippe, nous nous laissons tenter et ce sera une première en ce qui me concerne. Nous faisons une boucle dans les paysages volcaniques du parc de Timanfaya que nous venons de visiter. La balade dure une petite demi-heure et est finalement bien sympa à faire. Nous sortons de la zone du parc national avec toujours ces très beaux panoramas au bord de la route et nous nous rendons au sud-ouest de Lanzarote, au petit village côtier d'El Golfo. Le village avec ses maisons blanches, de l'Atlantique bleu au fond et le sol volcanique ocre rendent le panorama très joli. L'océan Atlantique est ici aussi très fougueux et les rouleaux viennent exploser sur les rochers, provoquant de belles gerbes d'eau. Après le repas, nous faisons une petite balade à pied le long de la côte. Nous continuons ensuite notre route vers cette plage de sable noir prolongée par des aiguilles rocheuses.
Un peu plus loin, nous voici à Los Servideros. Il s'agit d'une falaise rocheuse où l'océan vient s'engouffrer. C'est juste magnifique. Image. Encore un peu plus loin, nous nous arrêtons aux salines de Ranubio, où Moustique pourra prendre l'air malgré un vent soutenu, mais le lieu en valait vraiment la peine. Cette journée déjà bien remplie commence à s'avancer. Nous reprenons le chemin du gîte dans le centre de l'île en passant par l'Algérie, une région viticole où nous pouvons voir de nombreuses parcelles avec les petits murets bien alignés, caractéristiques de Lanzarote. Et voici quelques photos prises en route ça et là avant de rentrer à la location. C'est notre dernier jour complet à Lanzarote aujourd'hui, et nous décidons de visiter quelques lieux incontournables que nous n'avons pas eu le temps de voir sur les 2 premiers jours. Nous commençons par aller au nord-ouest de l'île, à la Caleta de Famara, où une belle plage est signalée. La plage est en effet très jolie, et nous voyons l'île de la Graciosa au loin. Ici, pas de champs de lave, mais des petites dunes de sable. Nous allons ensuite dans la petite ville de Teguise avec son centre qui a beaucoup de charme. Des façades blanches, un moulin, une jolie place avec son église permettent de faire de belles photos. Nous partons ensuite plein sud en direction de Playa Blanca, en repassant par la route de la Géria avec ses vignes, où chaque pied est protégé par un petit muret en pierre de lave. Nous arrivons à Playa Blanca vers midi et nous flânons sur la promenade en bord de mer sous un soleil ardent. La ville est taillée sur mesure pour le tourisme de masse, avec une succession de restaurants, de magasins de fringues et de souvenirs. Le repas du midi est gargantuesque et à un prix dérisoire, menu à 11 € avec entrée, plat très copieux et dessert. Nous décidons ensuite d'aller sur une plage conseillée sur notre carte, Papagayo. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'il fallait se taper 6 km de pistes bien défoncées pour y accéder. Et bien sûr, autant au retour. La plage est en effet sympa et il y a étonnamment pas mal de monde compte tenu de la route qu'il faut prendre pour y accéder. Et il y a aussi un vent fort,
je dirais compris entre 60 et 70 km/h. C'est souvent le cas aux Canaries. L'archipel bénéficie de températures clémentes toute l'année, comprises entre 18-20 degrés en hiver et 24-26 degrés en été. Mais il y a souvent du vent qui peut souffler très fort. Nous rentrons ensuite au gîte. C'est qu'on a de la sangria à finir, nous. Ce matin, 8e et dernier jour aux Canaries, nous quittons notre location vraiment sympa de bonne heure, le bateau qui nous ramène à Fuerteventura étant en effet à 10 heures. Après une traversée sans souci, et comme nous avons un peu de temps avant le vol retour qui part seulement à 17h30, nous décidons avant le repas de descendre par la route côtière qui longe l'est de l'île. Il y a de très belles dunes de sable avec une vue plongeante sur la mer turquoise. C'est magnifique. Le vent est beaucoup moins fort aujourd'hui, ce qui autorise Moustique à prendre l'air pour voir ce beau panorama avec un peu de hauteur. Vers midi, nous déjeunons dans un restaurant à l'entrée de Puerto del Rosario, capitale de Fuerteventura. Puis nous nous rendons à l'aéroport pour restituer la voiture avec laquelle nous avons parcouru un peu plus de 1000 km en 7 jours. Avec un peu de retard, nous partons finalement à 18h15 pour Nantes, où nous arrivons à 22h30 avec une température de 3 degrés. On s'était bien habitué aux 24 degrés.